La milice Wagner, cette organisation de paramilitaires jugée par beaucoup comme criminelle sous le contrôle total de l'État russe dans l'ombre des médias. Une terreur pour l'Occident qui semble totalement impuissant face à ce phénomène de plus en plus grandissant en Afrique et au Moyen-Orient. Comme vu dans le précédent épisode qui est en description de vidéo, la milice Wagner c'est le projet des trois hommes, Dmitri Utkin, Vladimir Poutine et Evgeny Prigojine. La milice Wagner, l'arnaque parfaite, le plan parfaitement préparé de Poutine depuis 2014 afin de resplendir dans le monde et d'améliorer l'image russe à l'international sans pour autant agir directement. Comment ce phénomène réussit à grandir? Comment ce phénomène prend en importance? Et surtout, comment ce phénomène terrorise? Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'ascension de Wagner jusqu'à la chute en Ukraine. De 2000 hommes à l'ouverture du conflit jusqu'à 22 000, 8 mois après, comment Wagner grandit, comment Wagner se développe et surtout, comment Wagner agit. En se montrant comme une milice opérationnelle avec des paramilitaires dignes d'un niveau de vrais soldats militaires de l'armée russe, comment le conflit en Ukraine va complètement changer l'image de Wagner et surtout lui causer du tort. Comment Prigojine, l'ancien fidèle collaborateur et ami de Poutine, va se reprendre le retour de médaille de ce projet. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'ascension de Wagner à la chute. Retour sur les débuts de Wagner en Afrique et au Moyen-Orient. En 2016, Prigojine, à la tête de Wagner officiellement, il signe un contrat avec les autorités syriennes qui assure que 25% des revenus du champ de gaz syrien seront fournis à la Russie. Autrement dit, Wagner fait un contrat avec l'État syrien pour que 25% du champ de gaz parte en Russie. Et c'est là où on voit toute la puissance et toute l'importance de Wagner, c'est qu'ils arrivent à avoir des contrats, ils arrivent à rapporter des intérêts économiques pour la Russie. Wagner, comme c'est des soldats surentraînés et surtout des soldats qui sont pas rattachés à un État, on va pas se mentir, c'est plus simple au niveau des interventions et au niveau des combats. Ils respectent pas les lois internationales, ils sont pas tenus de représenter un gouvernement, ils agissent comme des miliciens, c'est-à-dire pour l'argent, ils se posent pas de questions, ils attaquent, ils combattent, ils sont cruels, faut le dire. C'est des soldats entraînés, mais qui ne représentent pas la Russie. Donc il n'y a pas la paperasse administrative. La Russie n'a pas à se justifier des actes, puisqu'officiellement c'est pas elle, c'est des miliciens. Donc c'est super efficace parce que c'est des interventions rapides et surtout des interventions qui sont dissimulées. Après la Syrie, les gouvernements africains vont énormément se tourner vers Wagner, parce que Wagner, comme je vous l'ai dit, c'est efficace. C'est caché, mais c'est utile. Soudan, République centrafricaine, Madagascar, Libye, Mozambique, Mali. Tous les pays africains, du moins une bonne partie, qui sont dans des conflits militaires, qui sont contre des rebelles, contre des terroristes, vont se tourner vers Wagner. Certains doivent peut-être se dire que c'est une bonne chose de penser que Wagner intervient en Afrique, puisqu'encore une fois, avant il y avait les Français, etc. Mais on va pas se mentir qu'il commence à être de moins en moins apprécié par les Africains. Le problème de Wagner, c'est qu'encore une fois, ils sont pas rattachés à un État, c'est-à-dire qu'ils agissent dans leur âme et conscience, ils sont guidés par un chef. Le chef, c'est Prigojine et Utkin. Utkin, on sait qu'il a des tendances combattants, on va dire un petit peu hors sentier battu, crime de guerre, et que Wagner va pas échapper à la règle. Il y a des rapports qui vont être publiés, il y a des signalements qui vont être faits sur le comportement de Wagner en Centrafrique, sur le comportement de Wagner au Mali, crimes de guerre, etc., etc. Les sources s'accumulent, les plaintes se multiplient, mais les gouvernements africains voient en Wagner des libérateurs, voient en Wagner des forces armées utiles et efficaces. Encore une fois, vous vous doutez bien que la Russie n'agit pas sans intérêt. Comme pour la Syrie, il y aura des contrats en termes de ressources qui vont être passés, ou en termes d'argent, avec la République centrafricaine, Libye, Mozambique, etc., etc. À chaque fois que Wagner intervient, derrière, il y a toujours une plus-value en termes de ressources ou de finances pour la Russie. Et c'est ce qui énerve de plus en plus les États-Unis, c'est parce que ça devient trop gros. Ça devient trop gros, une milice qui devient de plus en plus puissante, surarmée, surentraînée, et qui apporte beaucoup à la Russie, mais qui officiellement n'est pas rattachée à la Russie, ça devient trop gros. Entre 2014 et 2022, on va passer de quelques centaines, voire milliers d'hommes à plus de 10 000 membres. C'est quand même une sacrée milice, c'est quand même une sacrée troupe, on peut pas dire que c'est inefficace. Et même en 2023, ça va passer de 10 000 à 25 000 hommes. C'est quand même incroyable. Il est très difficile de trouver le contrat exact de Wagner en Mali, en Syrie, Mozambique, etc. car c'est très secret. Mais une chose est sûre, c'est que Prigojine utilise une arme qu'il maîtrise maintenant très bien, c'est ses fermatrolles, c'est sa propagande et c'est ses journaux. En gros, dès que Wagner intervient en Afrique, c'est systématiquement médiatisé de la part de Wagner lui-même et même un peu, on va pas se mentir, de la Russie. Vous voyez, on a vu beaucoup de vidéos en Afrique où les Maliens accueillent Wagner, ou Burkina Faso, on appelle Wagner à venir, tout ça, on les félicite d'avoir chassé des terroristes. En soi, on peut pas dire que c'est faux, parce que c'est vrai que Wagner intervient, c'est vrai que Wagner nettoie des zones, mais encore une fois, je vous dis, avec des contrats et des intentions cachées derrière. C'est toute la différence entre la France et Wagner, c'est que les soldats français qui venaient,
en Afrique, qui venaient au Mali, etc., ils étaient très critiqués parce qu'il y avait des intérêts économiques, parce que l'opération Barkhane, on disait que derrière il y avait des intentions pour la France d'avoir une géopolitique, d'avoir un contrôle sur les pays africains, et que les pays africains ils en ont marre en 2022 d'avoir des Européens qui veulent gouverner en Afrique, etc. Que là, Wagner, c'est pas tellement une présence politique, c'est plus subtil que ça, c'est prendre des ressources, c'est sécuriser un territoire pour que derrière un pays soit amical envers la Russie. C'est indirectement instaurer un gouvernement qui va être pro-russe. Et ça marche très bien puisqu'il y a de plus en plus d'États africains qui sont rattachés à la Russie, qui sont rattachés aux exploits de Wagner, qui sont rattachés, on va dire, à la façon dont Wagner procède. Le problème, encore une fois, c'est que c'est des miliciens et les miliciens, ils sont pas tenus de vraiment respecter les lois internationales et qu'il y a beaucoup de crimes de guerre et il y a beaucoup d'exaltations qui sont signalées. Mais en tout cas, les médias, ça marche super bien puisque les vidéos des Africains heureux de voir Wagner, ça tourne beaucoup en Afrique, c'est beaucoup diffusé. Et on voit d'ailleurs de plus en plus de groupes sur Facebook, sur Messenger, sur Telegram, sur WhatsApp qui sont tout simplement pro-russes. On dit ouvertement, voilà, les Européens, ils ont pas réussi à faire ça, l'opération Barkhane, elle a pas marché. Wagner arrive, ils ont leur méthode, mais ils libèrent. Et ça, c'est un autre débat, je vais pas entrer dans le débat, etc. Mais voilà, encore une fois, c'est ce qui est dit. Et de plus en plus d'Africains sont amicaux envers cette politique de Wagner qui libère, parce qu'encore une fois, il y a une vraie propagande politique, il y a une vraie désinformation qui est pratiquée par Prigojine, puisqu'il maîtrise ça depuis des années. Il a ses services, c'est un milliardaire. Imaginez ce qu'un milliardaire peut faire en termes de présence médiatique, en termes de développement sur les réseaux sociaux, etc. Et là, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que Poutine, Outkin et Prigojine, c'est trois vainqueurs dans l'histoire, puisqu'en sortent super bien la Crimée, la Syrie, les opérations en Afrique, etc. Wagner est vraiment à son apogée. Puis il faut bien se dire une chose, c'est que Wagner prend une expérience incroyable. Les soldats sont surentraînés, ils font le Mali, ils font la Syrie, etc. Ils sont dynamiques, ils sont compétents. Rappelez-vous, quand on avait fait, pour ceux qui suivent la chaîne, une interview avec un soldat russe, il avait mentionné un peu Wagner déjà en Syrie à l'époque. Là où les choses vont beaucoup tourner, et la partie la plus intéressante de la vidéo, j'imagine que vous l'avez regardé pour ça, c'est Wagner et l'Ukraine. 24 février 2022, la Fédération de Russie entre illégalement en Ukraine et attaque l'Ukraine. Pour Poutine, c'est une opération militaire spéciale, c'est pas une guerre, on mobilise pas le pays en état de guerre, mais en tout cas pour l'Ukraine et les pays pro-occidentaux, c'est clairement une agression de la Russie, c'est clairement une guerre que déclare la Russie. J'en avais beaucoup parlé dans mes vidéos et ça a été beaucoup attaqué en commentaire, cette fameuse Blitzkrieg, tout simplement que la Russie a essayé d'aller le plus vite possible pour envahir l'Ukraine. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'invasion de l'Ukraine s'est embourbée. Pour Poutine, les objectifs sont atteints, la République du Donetsk et du Lugansk ont été libérés, ces deux territoires dans le Donbass, plus quelques territoires qui ont été pris au nord. Mais en tout cas, je pense que si on est honnête un instant, on voit que le plan de Poutine n'a pas totalement marché, puisqu'il avait tenté d'envahir par la Crimée, il avait tenté d'envahir par la Biélorussie pour encercler Kiev. Donc on voit qu'on est loin des objectifs du Donbass et du Lugansk, mais que tout simplement, il n'a pas réussi à renverser le gouvernement ukrainien. Les Ukrainiens ont quand même réussi à tenir, on va pas se mentir, merci Biden, merci les Américains avec des chéquiers exceptionnels, merci les Européens, merci les canons César, etc. Bref, c'est un autre débat. En tout cas, une chose est sûre, la guerre d'Ukraine s'embourbe complètement. On peut pas dire que la Russie a perdu, mais on peut pas dire que l'Ukraine a perdu. C'est vraiment un front qui bouge pas. On peut le voir d'ailleurs très récemment, sans faire une vidéo sur l'Ukraine, que ça attaque plus tant que ça, c'est plus des grosses lignes, c'est plus des grosses attaques, c'est vraiment du pilonnage, de l'attaque ciblée et de l'attaque de drones. C'est en simple de la guerre moderne. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Il y a deux problèmes pour Poutine en Ukraine. Un, le ravitaillement qui est très mauvais, on voit que les forces sont mal ravitaillées, etc. Ça a voulu avancer trop vite, ça a pas suivi derrière, ça a foutu la merde chez les lignes russes. Et surtout, le deuxième problème, c'est le moral des troupes. On va pas se mentir, le moral des troupes, et on avait écouté les interviews de soldats russes par rapport à ça sur la chaîne, il est mauvais. Les soldats sont pas motivés, les soldats sont pas chauds. C'est pour eux difficile de dire qu'ils libèrent une population quand ils voient que la population est quand même pas mal hostile à partir du moment où ils ont franchi le Donbass. Donc c'est très compliqué, et puis on va pas se mentir, ça n'avance pas. Les lignes stabilisent, ça fortifie des deux côtés. Prendre une position qui est fortifiée, c'est toujours pas évident. L'aviation russe, on la voit pas tant que ça. Les hélicoptères, ça marche plus tant que ça. On voit vraiment qu'on est dans une guerre moderne où il y a que le drone qui marche, et il y a que, on va dire, des interventions très ciblées qui marchent. La guerre en Ukraine s'embourbe complètement à partir de l'été 2022, mais il y a un endroit où ça va être vraiment très compliqué, il y en a certains qui vont même parler du Verdun moderne, etc. C'est la bataille de Bakhmut. Vous avez peut-être souvent entendu parler, il y avait aussi la bataille de Mariupol qui avait été extrêmement tendue, qui avait beaucoup fait parler, il y avait justement Azov qui était contre les Russes. Mais Bakhmut, c'est vraiment un autre délire parce que c'est pas un encerclement cette fois, c'est vraiment une frontline où ça va pilonner sans relâche. Bakhmut, c'est suite à une contre-offensive de la part des Ukrainiens et les Russes qui essayent vraiment de tenir leur position. Là, c'est l'endroit où ça va se battre sans relâche. C'est très compliqué, c'est très pilonné, la ville de Bakhmut elle est explosée à partir de août 2022 et ça va être sans relâche avec du combat de tranchées, du combat dans les ruines, etc. 30 000 hommes côté ukrainien, 45 000 côté russe. Mais ça avance pas. Il y a beaucoup de pertes côté russe puisque le défenseur a toujours l'avantage sur l'attaquant. C'est très compliqué pour l'armée russe de manœuvrer. C'est pas une question que l'armée russe est pas entraînée, c'est qu'ils sont pas vraiment motivés et que là c'est quand même très compliqué pour eux, ils ont pas l'habitude de ça. Et là je pense que sincèrement Poutine il a peur d'une humiliation, il a peur que ça se passe mal, il a peur qu'il y ait trop de pertes pour rien. Et il se dit
putain, je suis quand même en train de perdre les hommes de mon pays, je suis en train de perdre mon armée, et quand même les familles des morts, ça commence à gueuler un peu parce qu'il y a beaucoup de morts, il n'y a pas beaucoup de résultats, on va pas se mentir. Et Poutine, il se rappelle que, tout simplement, il a des soldats qui sont là pour ça. Il y a des personnes qui sont payées pour mourir, il y a des personnes qui sont payées pour se battre, qui font ça depuis 10 ans la guerre. Et je parle évidemment de la milice Wagner. Wagner, ils étaient sur le front en Ukraine, mais c'était vraiment très secondaire, il y avait même pas 1000 hommes au début. Prigojine, lui, son but, c'est l'international, c'est d'agir au nom de la Russie, en dehors de la Russie. Mais là, Poutine, du moins le gouvernement russe, se dit, bah on aurait bien besoin d'eux. Ils ont l'expérience, ils ont du bon matériel, le matériel en Russie il est bon, en Ukraine il est bon, quoique c'est pas le meilleur, on a vu qu'il y avait des chars qui étaient quand même très anciens, des hélicoptères qui étaient très anciens, qui se sont vite fait exploser. C'est pareil côté ukrainien, encore une fois c'est vraiment la guerre moderne qui veut que l'équipement est complètement en train de changer, qu'il soit neuf ou ancien ça marche plus. Et on se dit, bah Wagner, Bakhmut, on a besoin d'eux. Et c'est là où c'est quand même fou, c'est comme je vous disais, entre mars et décembre 2022, on passe de 2000 hommes de Wagner à 22 000 hommes présents au front en Ukraine. C'est impressionnant et c'est consternant de se dire que Wagner mobilise autant d'hommes. C'est littéralement des paramilitaires, une milice qui vont combattre avec une armée régulière. On croirait un peu le retour aux époques de 1700 où il y avait des miliciens qui se battaient avec l'armée régulière, c'est assez fou de se dire ça. Et là où on voit quand même que c'est vraiment quelque chose, c'est que Prigojine lui-même, milliardaire, on va le voir en tenue militaire, on va le voir présent, on va le voir aux côtés de ses hommes. Parce que Prigojine, c'est peut-être pas un soldat, mais il a appris depuis 10 ans, avec les guerres d'Afrique, avec les guerres de Syrie, ce que c'était que la guerre, ce que c'était qu'être proche de ses hommes. Et là où c'est quand même un truc qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on commence à entendre dire dans les médias, on commence à entendre dire en Russie, que Wagner libère des prisonniers, que Wagner négocie avec des prisonniers pour qu'ils aillent se battre en Ukraine. On a vraiment besoin d'hommes, on a vraiment besoin de former des hommes pour se battre en Ukraine, parce qu'il y a beaucoup de pertes. Et Prigojine, encore une fois, on voit des vidéos où Prigojine, il est aux côtés des prisonniers, il leur dit, voilà, vous allez vous battre, etc. Il y a même des vidéos plus récentes où on voit Prigojine qui va remercier des prisonniers, qui va dire aux prisonniers, vous vous êtes battus pour Wagner, vous vous êtes battus indirectement pour la Russie, maintenant vous êtes libres, prenez soin de vous, etc. Prigojine, on a l'impression qu'il a vraiment un kiff de voir des prisonniers qui vont retrouver leur liberté et qui vont changer. Un peu comme si Prigojine c'était un peu Monsieur Rédemption, que ce soit avec Dimitri Outkin ou les autres. Il est content de voir des prisonniers, il est content de se dire putain ce prisonnier là il va peut-être être libre s'il se bat bien. Parce que c'est l'histoire de Prigojine d'être en prison et d'avoir été sorti de prison lui-même. Et je pense que c'est quelque chose qui l'a marqué, qu'il essaye de changer chez les gens, de montrer que la seconde chance russe, c'est quand même un peu extrême hein, parce qu'il y a des prisonniers en Russie, c'est quand même des grosses peines, c'est quand même, il y en a des tueurs faut le dire. Mais voilà, battez-vous et puis vous serez peut-être libre, si vous survivez. Et là c'est un peu l'histoire de Spartacus, et ça c'est très intéressant. Spartacus, il a rien à perdre si ce n'est que sa vie. Quand il combat les Romains, Spartacus c'est un esclave, etc. Il se bat pour la liberté. Les soldats romains, eux, bah, ils sont déjà libres, ils ont une famille, ils ont la civilité romaine, etc. etc. Que des esclaves qui se battent, ils ont rien à perdre. Voilà, c'est un peu le cas pour Wagner. Vous sortez de prison, vous êtes condamné à une peine perpétuité, vous vous dites, bah, autant me battre. C'est une chance unique, une chance entre très grosses guillemets. Et là, Bakhmut, c'est tout simplement l'investissement de Wagner de manière directe dans le conflit Russie-Ukraine. Et les Russes vont le voir, Wagner intervient. Et là, ça soulève des questions. On se dit, bah, monsieur Poutine, les milices, c'est pas interdit en Russie? Wagner, vous avez pas dit qu'ils avaient rien à voir avec la Russie? Pourquoi ils se battent en Russie sur un territoire russe? Parce que d'après Poutine, le Donbass c'est russe. Et là, ça va être un peu les aveux de Poutine qui va quand même, Poutine avec le temps, reconnaître que Wagner est totalement financé par l'État russe. Autrement dit, Poutine rassure, vous inquiétez pas, Wagner nous appartiennent, c'est l'armée russe parce que c'est nous qui les payons. Et là, c'est quand même très fort parce que c'est plus Prigojine, c'est la Russie, c'est le gouvernement russe. Et là, on voit bien que c'est bizarre cette histoire. Vous avez dit pendant toutes ces années que c'était pas vous, maintenant c'est vous parce que c'est en Russie. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que Wagner va être plus efficace que l'armée russe en Ukraine. Bakhmut, ça va avancer grâce à Wagner. Wagner va réussir à mettre à mal les soldats ukrainiens. Les soldats ukrainiens vont dire qu'ils arrivent quand même à tenir tête face à Wagner, que Wagner, bon, c'est un peu des rigolos, vous savez, on a entendu pas mal de témoignages. La période qu'il faut vraiment retenir pour la milice Wagner, c'est tout simplement 2023. À partir de janvier 2023, c'est là où ça devient un peu plus compliqué entre Poutine, entre Wagner et entre Prigojine. Comme vous le savez tous, les Américains et les Occidentaux envoient beaucoup de matériel en Ukraine. Beaucoup critiquent du fait que apparemment il y a beaucoup trop d'aide, que les Américains sont indirectement impliqués dans la guerre, etc. C'est un autre débat. Mais une chose est sûre, bien que une part du matériel se fait détruire, comme on a vu avec les léopards, etc., il y a du matériel qui va énormément aider les Ukrainiens. Notamment tout ce qui va être artillerie, canon César, etc. et même des blindés, faut bien le dire. Et ça énerve de plus en plus Prigojine. La Russie avait l'excuse de la logistique en 2022 pour ne pas réussir à attaquer. Et là on est quand même en 2023, ça fait plus d'1 an que la guerre a commencé et la situation n'évolue tout simplement pas. Et c'est ce que Prigojine dit. Il dit que les Ukrainiens se renforcent, que l'artillerie pilonne des régions avec succès, que les Russes subissent des pertes, que la population est inquiète. On a des vidéos, des témoignages où Prigojine prend énormément la parole pour dire que voilà, la situation au front devient inquiétante, état-major russe, réveillez-vous, aidez-nous.
Et c'est ça qui énerve de plus en plus, je pense, le gouvernement russe et Poutine, c'est que là, Prigojine, il parle plus pour la Russie, il n'y a plus ces lobbies, il n'y a plus ces fermatrolls qui sont là pour glorifier la Russie. Non, là, c'est vraiment lui qui prend directement la parole pour dire, voilà la vérité du front, ça se passe comme ça. Je pense pas que Prigojine veut rabaisser la Russie, je pense surtout que Prigojine veut montrer que là, Poutine, c'est compliqué, réveille-toi. Et c'est ça un peu qui est intéressant, c'est que là, on a l'impression que Prigojine, c'est l'ami qui essaye de parler à Poutine, mais Poutine qui est tout simplement absent. Comme si Prigojine n'arrivait pas à parler à son ami, du coup, il s'exprime sur les réseaux pour critiquer le gouvernement russe. Mais encore une fois, et très important, Prigojine ne critique en aucun cas Poutine, toujours l'état-major. Les vidéos de Prigojine qui critique le front, qui dit que c'est difficile, qui dit que c'est compliqué, s'accumulent, il y a de plus en plus de témoignages, il y a de plus en plus de prises de parole, et là je pense que le gouvernement russe commence à sonner l'alarme par rapport à Wagner. Wagner, ils ont de plus en plus d'importance au front, c'est un peu les héros de Bakhmut côté russe, on voit que Wagner est puissant, on voit que Wagner est compétent, Wagner il communique beaucoup, autrement dit, le peuple russe a l'impression que c'est Wagner qui fait avancer les choses et pas l'armée russe. Wagner ils sont maintenant plus de 22 000 sur le front en Ukraine, et là ça devient un peu bizarre. C'est plus des miliciens, c'est clairement une armée qui combat avec l'armée russe. Des paramilitaires peut-être, mais une armée puissante et entraînée. Et là, je sais pas comment ça se passe, encore une fois, c'est une théorie, c'est une mise en situation. Le gouvernement russe, qui affirme avoir, du coup, entretenu Wagner, qui affirme avoir payé Wagner, avoir financé Wagner, comme on l'a dit, veut faire passer une loi. Les miliciens Wagner deviennent des soldats de l'armée russe. Même si c'est des prisonniers, etc., un contrat qui prouve que ces miliciens, en tout cas, sont rattachés à l'armée russe. Et ça, pour Prigojine, c'est la ligne rouge. Là, c'est la fin de Wagner pour Prigojine et il le comprend déjà. On n'a pas la position de Dmitry Utkin, puisqu'encore une fois, c'est vraiment Prigojine qui gère tout le côté organisation et administratif. Mais une chose est sûre, c'est que Prigojine, ça lui déplaît fortement. Il comprend que Wagner est en train de se faire racheter, que Wagner est en train de tomber entre les mains des Russes. Lui qui est venu donner un coup de main en Ukraine, alors que d'habitude Wagner c'est à l'étranger, il le prend très très mal, cette décision. Et c'est là où une sorte de guerre va commencer entre Wagner et les Russes. Pas un conflit direct, mais Wagner reçoit de moins en moins de munitions, de moins en moins de soutien, un peu comme un moyen de pression pour que Wagner se rattache à l'armée russe et qu'il n'y ait plus Wagner qui contrôle Wagner, mais qu'il y ait bien l'armée russe qui contrôle Wagner. Et c'est vraiment là où la cassure se fait entre Poutine et Prigojine. Prigojine ne comprend pas cette décision, il sait pas si Poutine est derrière, mais une chose est sûre, il le prend très très mal. Prigojine veut que Wagner, ça soit Wagner. Et c'est encore un moment qui va énerver Prigojine, où là Prigojine va indirectement attaquer Poutine pour l'une des premières fois. On voit Prigojine qui dans un entretien s'adresse encore une fois au peuple russe et s'adresse surtout de manière indirecte à Vladimir Poutine en citant le vieux. Il parle d'un certain grand-père bienheureux qui dirige l'état-major. On peut pas affirmer que c'est Poutine, mais en tout cas c'est très ciblé contre Poutine. Encore une fois, il s'en prend énormément à l'état-major russe qui, au lieu de faire la guerre en Ukraine, fait son défilé, fait sa mise en scène, etc. Et là, c'est vraiment la cassure parce que cette fois, c'est un jour de commémoration, c'est un jour de fête. Et là, Prigojine, il dit clairement, l'heure n'est pas à la fête, il y a rien à célébrer. Au lieu de faire votre fête et de laisser les hommes mourir au front, venez nous aider, c'est n'importe quoi. Encore une fois, c'est une ultime contestation de Prigojine et provocation. Et là, ça énerve de plus en plus l'armée de fédération de Russie. Là, on est le 9 mai. Quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, on a une seconde vidéo de Prigojine où là, c'est vraiment le début de la guerre entre Vladimir Poutine, entre Wagner, entre la Fédération de Russie. Dans cette intervention, cette nouvelle intervention, cette fois Prigojine est plus remonté que jamais, plus en colère que jamais, parce que cette fois, il accuse l'artillerie russe d'avoir bombardé des positions de Wagner. Autrement dit, il affirme pas que c'est fait exprès, mais il dit très clairement, l'artillerie russe, l'armée de fédération de Russie, a attaqué Wagner, a bombardé des positions stratégiques de Wagner. Et dans cette intervention, il est en colère parce qu'il est à côté de ses hommes, il montre ses hommes qui sont décédés, et il dit, l'armée russe nous a tués, l'armée russe a attaqué Wagner. Et là où Prigojine, on voit qu'il rigole vraiment plus, c'est que déjà depuis le 9 mai, il a dit « Ok, vous nous envoyez pas de munitions, vous voulez pas nous aider, très bien. Moi je dirige ma milice, je suis chef de ma milice, on va quitter Bakhmut. On n'a pas de munitions, on n'a pas de quoi combattre, on se replie de Bakhmut, mes hommes s'en vont. » Et c'est contre-intuitif parce que l'armée russe, elle a pas le droit de se replier, voilà. C'est une mobilisation là-bas en Ukraine, il y a des ordres très précis, il faut rester sur le front, il faut tenir le front. Et là, littéralement, les vainqueurs entre guillemets de la bataille de Bakhmut qui vont se replier. Et à partir du moment où Prigojine affirme que les Russes ont attaqué avec de l'artillerie une position de Wagner, on est le 23 juin 2023, la rébellion de Wagner contre la Russie vient de commencer. C'est un passage très flou parce que ça s'est joué très vite. La rébellion a duré du 23 au 24 juin 2023. Souvenez-vous, tous les médias en ont parlé comme le coup d'état, la révolte ultime, le soulèvement de la Russie contre la Russie, etc. etc. Non, faut resituer les choses. Prigojine lui-même l'affirme dans ses interventions. Ce n'est pas une rébellion, ce n'est pas une guerre civile. C'est tout simplement une marche pour la liberté, une marche pour la justice. Justice de tous ces hommes qui sont tombés au combat à cause des Russes ou parce qu'ils n'ont pas été soutenus par les Russes eux-mêmes. Pour Prigojine, c'était la goutte de trop. Il faut montrer à Poutine, c'est même pas l'état-major russe, non, c'est vraiment montrer à Poutine que son état-major est mauvais, qu'il doit changer son état-major. Prigojine, qui était situé à Rostov-sur-le-Don, c'est en gros à côté de la frontière ukrainienne, c'est pas très loin, prend la route avec ses hommes, des blindés, des camions, des transports vers Moscou. La marche de la libération. 25 000 hommes sont prêts à prendre la route vers Moscou. 25 000 hommes très entraînés, 25 000 hommes prêts au combat. Et là, je pense que
on a beau dire ce qu'on veut, Poutine il a beau être stratège, il a beau être ci, il a beau être ça, il est sur le cul. On va dire les termes, je pense que Poutine est très étonné, il s'attendait pas à ça, il s'attendait pas à ce que son ami Prigojine, qu'il a je pense beaucoup ignoré, qu'il a beaucoup mis de côté, se rebelle à ce point là contre lui. On peut pas dire combien de forces russes sont mobilisées, en tout cas une chose est sûre, et on l'a vu sur des vidéos, les troupes de Fédération de Russie s'inquiètent. On voit des autoroutes qui sont barricadées, des routes même qui commencent à être détruites, parce que là, Prigojine il fonce, et c'est en un temps record, d'ailleurs c'est même impressionnant de savoir qu'en une journée il traverse quasiment toute la Russie pour monter jusqu'à Moscou. La voie est dégagée finalement parce que les Russes ils font la guerre en Ukraine, ils font pas la guerre en Russie. Il y avait des troupes à la frontière certes, mais là Prigojine lui quitte la frontière, il fonce droit vers Moscou. Et là je pense que la Russie est dans un état d'alerte maximum. Bien que Poutine prend la parole, il essaie de minimiser etc. Il dit que voilà, les traîtres vont payer, qu'il appelle à tout le monde au calme, que voilà la Russie elle se bat pour la liberté etc. etc. On voit vraiment que Poutine il paraît pas inquiet. Il est très fort Poutine parce qu'il paraît toujours très calme, très confiant, très sûr de lui, mais il sait que ça pue. Il sait que ça pue parce que Prigojine est puissant, son armée est puissante et on sait pas jusqu'où ça peut aller. On a voulu nous faire croire qu'il n'y a pas eu de perte, que voilà ça s'est bien passé, comme si les troupes de Wagner foncent droit sur Moscou sans la moindre intervention militaire. Non, il y a bien eu des sources, il y a bien eu des preuves comme quoi, sur leur route, Wagner vont détruire des hélicoptères russes et même un avion. Un Il-18, c'est un avion de grande ligne, un avion de transport qui a été détruit par Wagner. 6 hélicoptères de combat détruits, plus de 20 morts côté russe terrestre, plus de 30 morts côté Wagner et un camion de transport détruit. C'est très confus, c'est très flou. Parce que plus la Fédération de Russie va tuer de troupes de Wagner, plus Wagner va tuer de troupes de Fédération de Russie et inversement. Là, Prigojine, je sais pas quelle mentalité il a à ce moment-là, mais il a beaucoup de colère et il pense à tous ces hommes qui sont tombés au combat et lui il était à leur côté. Et je pense que c'est le truc qui fait que Prigojine et Poutine vont se séparer à jamais. Prigojine prend le choix de ses hommes plutôt que de la nation, là où Poutine a toujours fait le choix de la nation plutôt que ses hommes. Bien que Poutine est très proche de ses hommes, ça n'empêche rien. Prigojine, il a une cible, Sergueï Chougou, ministère de la Défense en Russie. Pour lui, c'est la responsabilité militaire du pays, c'est lui la cible, c'est lui qu'il faut renverser. Prigojine dit « Ceux qui résisteront à cela seront considérés comme une menace et détruits immédiatement. Nous étions prêts à faire des concessions avec le ministère de la Défense, rendre nos armes et prendre une décision pour continuer à défendre notre pays. Mais ces ordures ne se sont pas calmées. » Immédiatement, les services secrets russes, etc., le FSB ouvre une enquête sur Prigojine, appel à la mutinerie. Et donc là, on comprend que la guerre est inévitable. À tout moment, ça va péter, arriver sur Moscou, confrontation. Mais est-ce que Prigojine avait vraiment l'ambition d'attaquer Moscou, de prendre le Kremlin, de renverser le pouvoir, etc. Je pense pas. Je pense que Prigojine, son but, c'était de montrer à Poutine, voilà, on est dans ta ville, maintenant, écoute-nous, maintenant, réagis. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Prigojine, il est loin d'être bête. Prigojine, il sait qu'à partir du moment où il a fait ça, il peut plus faire marche arrière, que la guerre est partie, à moins qu'il arrive à parler avec Vladimir Poutine, son ancien ami. Et c'est exactement ce qui va se passer. Poutine et Prigojine vont enfin réussir à s'entretenir après tout ce temps. Et là, il y a deux hypothèses sur la suite. Durant leur conversation, la première hypothèse voudrait que Poutine met un énorme coup de pression à Prigojine. Si tu fais ça, tu vas mourir, ton armée va mourir, vous risquez de perdre. En gros que Poutine miserait sur la carte de l'intimidation et de la puissance de feu. L'armée de la Fédération de Russie reste bien plus nombreuse que Wagner. On compte plus de 700 justices. C'était que le ministre de l'Intérieur qui fait planter la guerre en Ukraine change. Je sais pas quel compromis a été trouvé. Est-ce que Poutine s'engage à faire des améliorations en Ukraine? Est-ce que Poutine dit vous avez fait votre soulèvement, les gars, on oublie tout, vous vous retirez d'Ukraine, vous êtes libre, Prigojine part et tu seras épargné. Pars avec tes hommes, ils seront tous épargnés. Qu'on arrête ce massacre, cette mascarade qui a aucun sens. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Prigojine, il va faire marche arrière. Prigojine, il va accepter. Les troupes vont jamais entrer dans Moscou, il n'y aura pas de combat dans Moscou, il y aura eu un compromis. Il est dit officiellement que les charges du FSB contre Prigojine, que la justice russe va tout simplement laisser Prigojine partir, à la condition que Prigojine quitte le pays et cesse d'appeler à la mutinerie. C'est exactement ce que Prigojine va faire. À partir du 24 juin, il dit à tout Wagner, on arrête, on ne veut pas un bain de sang. On veut la paix, on veut la justice, mais on l'aura pas avec un bain de sang. Quelque part, c'est noble parce que Prigojine refait passer l'intérêt de la Fédération de Russie avant son intérêt personnel. Mais pour Prigojine, malheureusement, c'était ça la seule occasion de frapper. Il y a un grand débat par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que Prigojine aurait dû aller au bout des choses, peut-être essayer de prendre Moscou, mais que ce soit un carnage pour la Russie, que très sincèrement, je pense pas. Je pense que le pire a été évité. Je vois mal comment Prigojine avec 25 000 hommes aurait renversé Poutine. Et encore une fois, Prigojine étant proche de Poutine, il ne s'est jamais attaqué de manière directe à Poutine, mais bien à Sergueï Chougou et au gouvernement de Russie. Cet événement est vu par beaucoup comme l'échec ultime de Wagner, c'est l'occasion de mettre fin au règne de Poutine. Sincèrement, je pense qu'il faut pas trop fantasmer là-dessus, ils auraient pas fait grand chose, si ce n'est qu'un bazar en pleine Russie, et potentiellement une petite guerre civile si vraiment on va plus loin, mais pour moi ça n'aurait jamais abouti. En tout cas, une chose est sûre, c'était la seule chance de Prigojine de frapper. On peut quand même souligner un point, c'est que durant son passage à Rostov, Prigojine, il est acclamé comme un héros, il est accueilli comme un combattant, comme un résistant, comme un vrai russe, un russe qui a du courage, qui s'oppose à un gouvernement parce que c'est injuste selon lui. Il est apprécié par beaucoup de Russes. Je sais pas s'il retourne à Rostov après le coup d'état raté ou si c'était pendant qu'il est à Rostov, mais une chose est sûre, la population l'acclame. Wagner est vu un peu comme des soldats courageux, comme une forme de libération pour la Russie.
Pas que le peuple est contre Poutine, mais que le peuple salue que Prigojine est capable de dire stop, ça se passe mal en Ukraine, je veux plus que mes hommes meurent. En tout cas, la chose qui est sûre pour Prigojine et Outkin, c'est que maintenant, il faut absolument quitter la Russie. Ils le savent, leurs jours sont comptés, ils étaient sur le point de renverser Poutine, et même si Poutine a peut-être pas une colère directe contre eux, le gouvernement russe, le FSB, ils veulent plus les voir. Poutine a beau être un proche de Prigojine, l'État russe est menacé par ces gens-là. Et c'est là où le vrai débat va s'ouvrir. Est-ce que c'est vraiment Poutine qui a tué Prigojine et Outkin? C'est une très bonne question, et honnêtement, contre toute attente, je dirais que c'est peut-être pas forcément lui de manière directe. Shoigu, il est quand même à la tête du ministère de l'Intérieur. Le FSB, bien que rattaché au gouvernement et donc à Poutine, a quand même une part d'autonomie dans ses actions, et il est fortement possible que Shoigu, FSB ou d'autres membres du gouvernement aient secrètement comploté, sans forcément l'aval de Poutine, pour tuer Prigojine et Outkin. Prigojine et Outkin sont attendus en Biélorussie, territoire allié des Russes, mais au moins ils seront plus en Russie. Wagner c'est un peu flou, ils sont encore sur le front, on sait pas s'il faut replier tout le monde, on sait pas s'il faut replier une partie du monde, mais en tout cas Prigojine il doit fuir. C'est là où on voit un peu des images humoristiques entre très grosses guillemets, où on voit que Prigojine il a des perruques, il a des déguisements etc. C'est la preuve qu'il est pas si à l'aise que ça et qu'il sait que ses jours sont comptés. À mon avis, durant son appel avec Poutine, Poutine avait dû lui promettre qu'il lui arriverait rien etc en tant que bon vieil ami. Mais pas sûr que Prigojine le prend encore au sérieux et avec le recul, forcément la pression monte. Est-ce que Prigojine est allé en Biélorussie après avoir quitté la Russie? Je pense que oui. Mais là où Prigojine devait à tout prix aller, c'était en Afrique parce que c'est là où Wagner opère et que c'est loin de la Russie, il risque rien. Et encore une fois, Prigojine est à la tête de Wagner qui apporte beaucoup à la Russie en extérieur, en Afrique, Mali, avec des ressources. Et surtout aussi en ralliant la population africaine à la Russie par l'intermédiaire de Wagner. De juin à août 2023, c'est compliqué de retracer le calendrier de Prigojine, mais en tout cas, il est bien allé en Biélorussie. Je pense qu'il est vraiment allé en Afrique, mais contre toute attente, il est revenu en Russie. Et c'est ça qui est très bizarre. Pourquoi Prigojine est retourné en Russie en août 2023. Est-ce que Prigojine et Outkin, qui sont les dirigeants de Wagner, ont été rappelés en Russie pour un compromis, ou est-ce que c'est eux qui ont voulu à tout prix rentrer en Russie? Ça, malheureusement, on a très peu de sources. Moi, je pense que c'était surtout un gros piège qui leur était tendu. Venez, on a besoin de vous, on a trouvé une solution par rapport à ci, par rapport à ça, puisque la situation de Wagner en Ukraine est très floue. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est que revenir en Russie pour Outkin et pour Prigojine, c'est le point de non-retour. 23 août 2023, Prigojine décolle de Moscou dans un avion. Son but, c'est d'aller à Saint-Pétersbourg, la ville où il est né, la ville etc. où il a grandi. Mais l'avion n'arrivera jamais à Saint-Pétersbourg. L'avion sera abattu en plein vol. À 180 km au nord-est de Moscou, l'avion sera abattu. Dans l'avion, il y avait 10 personnes, mais surtout les deux plus importantes, les deux fondateurs de Wagner, Prigojine et Dmitri Outkin. Les deux seront tués en même temps, puisqu'ils étaient présents dans le même vol. Je comprends pas ce choix de voyager ensemble, alors qu'ils savaient très bien qu'ils étaient menacés tous les deux. Le 23 août, au moment du crash, contre toute attente, la Russie va pas vraiment essayer de cacher le dossier, mais au contraire, Poutine prendra même la parole quelques temps après pour dire qu'une enquête a été ouverte pour savoir ce qui s'était passé. Poutine rendra même une sorte de mini hommage à Prigojine, même si c'est très subtil, c'est très caché, c'est très flou, il était quand même à la tête d'une rébellion. Mais en tout cas, ce qui est sûr et ce qui est évident, c'est que Poutine nie toute responsabilité dans la mort de Prigojine. Les rumeurs sont présentes sur les circonstances du crash. Est-ce qu'il y avait des grenades dans l'avion? Est-ce qu'il y avait des explosifs dans l'avion? Très sincèrement, j'y crois pas. Sur la photo du crash et sur les vidéos qu'on peut voir, on peut voir très clairement que c'est un missile sol-air qui a décollé dans le but d'abattre l'appareil. On peut voir un tracé de fumée avec une trajectoire de missile. La chose qui est sûre, c'est que le groupe Wagner, après cet événement, est complètement détruit. Les deux leaders viennent de tomber. Prigojine, qui était un peu vu par les hommes de Wagner comme celui qui donne une seconde chance, est mort. Dmitri Outkin, ancien combattant très compétent, est mort aussi. Mais Wagner ne peut plus se rebeller. Ils sont rattachés à l'armée russe en quelque sorte, puisqu'il n'y a plus de dirigeants. La vraie question, qui reprend en main la milice Wagner et surtout, quel avenir pour la milice Wagner? Anton Lelizarov avait été désigné par Prigojine comme le successeur légitime. S'il avait un problème, c'était lui qui devait succéder. Mais il n'a pas une grande légitimité, c'est quelqu'un de pas très connu, c'est pas la personne la plus importante. Et puis surtout, comme je vous l'ai dit, Wagner, ils aimaient vraiment Prigojine. Et du coup, ils trouvaient plus naturel que le successeur de Prigojine soit son fils lui-même, Pavel Prigojine, fils du fondateur. C'est très compliqué de prévoir l'avenir de Wagner. Une chose est sûre, ils sont indispensables à la Russie, à l'étranger. Donc Wagner va continuer dans les prochaines années d'agir à l'étranger, notamment Mali, Burkina Faso, bref, tout le Sahel, là où les Français étaient avant. On peut pas garantir que la milice Wagner sera aussi puissante qu'avant et surtout sera aussi indépendante qu'avant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire votre retour en commentaire que je regarderai avec un grand intérêt. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, merci.